Chapitre 1. Les racines de la misère. Le quartier de Saint-Jérôme, en périphérie de Marseille, n'avait rien de pittoresque. Les immeubles y étaient gris, les cages d'escalier sentaient l'urine et les murs pleuraient de moisissure. C'était un endroit où les rêves s'évaporaient plus vite que les flaques d'eau sur le bitume brûlant. C'est là que Malik vit le jour, dans un 2 pièces exigu au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Son père, Mourad, ouvrier sur les chantiers, était un homme silencieux, usé par les heures passées à porter des sacs de ciment et à respirer la poussière. Il mourut un matin d'hiver, écrasé par une poutre mal fixée. Malik avait 8 ans. Ce jour-là, il comprit que la vie ne faisait pas de cadeaux. Sa mère, Aïcha, prit alors sur elle le poids du monde. Elle cousait des vêtements pour des boutiques de luxe qu'elle ne pourrait jamais se permettre d'entrer. Elle travaillait tard, les doigts abîmés, les yeux cernés, mais toujours avec une dignité farouche. Elle élevait seule ses 2 fils, Karim, l'aîné, et Malik, le cadet. Karim avait hérité du tempérament de feu de leur père, mais sans sa discipline. Il traînait dans les rues, fréquentait des amis bruyants et rêvait de richesses sans jamais vouloir en payer le prix. Malik, lui, était différent. Silencieux, observateur, il passait des heures à lire les vieux livres que sa mère récupérait dans les poubelles des écoles. Un soir, alors que la lumière vacillait dans la cuisine, Malik entendit sa mère pleurer. Elle croyait ses fils endormis. Il se leva, s'approcha doucement et la vit, le visage dans ses mains, les épaules secouées de sanglots. « Maman, oh mon fils, je suis désolé, je voulais que vous ayez une vie meilleure. » Ce fut ce soir-là que Malik décida de travailler, pas pour s'acheter des baskets ou un téléphone, pour alléger le fardeau de sa mère. À 14 ans, il trouva un poste chez les éboueurs municipaux grâce à un voisin compatissant. « Tu veux bosser avec nous, gamin ? C'est pas joli, c'est pas propre, mais c'est honnête. Je veux juste que ma mère puisse dormir une nuit sans pleurer. » Chaque matin, à 4h30, Malik enfilait sa combinaison trop grande, ses gants troués et montait dans le camion. Le froid mordait sa peau, les odeurs l'étouffaient, mais il ne se plaignait jamais. Il observait les rues, les gens, les déchets. Il apprenait à lire dans les restes de la société. Chapitre 2. Le frère dans l'ombre Karim n'avait jamais digéré la lumière que Malik dégageait malgré la misère. Il voyait en son frère une menace silencieuse, une ambition qu'il n'avait jamais eue. Il travaillait dans un garage, changeait des pneus, râlait contre les clients et rentrait tard. Il se vantait d'avoir une vraie vie, mais au fond, il se sentait éclipsé. Un soir, alors que Malik lisait un vieux manuel d'anatomie trouvé dans une benne derrière une clinique, Karim entra dans la chambre. « Tu veux devenir médecin ? Sérieusement ? » ?»« Oui. »« Et tu vas payer comment ? Avec les centimes que tu gagnes à ramasser des couches ?» Malik ne répondit pas. Il savait que les mots ne suffiraient pas. Il fallait des actes. Karim s'approcha, le regard dur. « Tu crois que t'es mieux que nous parce que tu lis des bouquins ? Non, je crois juste que je peux être plus que ce que les gens attendent de moi. » Karim éclata de rire, amer. « Tu vas finir comme papa, écrasé sous un échafaudage. » Mais Malik ne se laissa pas démonter. Il continua à étudier, recopiant des schémas, apprenant les noms latins, rêvant en silence. Il économisait chaque sou pour acheter des livres d'occasion. Parfois même sautait des repas pour pouvoir s'offrir un manuel. Sa mère le soutenait du mieux qu'elle pouvait, lui préparant des repas simples, lui laissant des mots d'encouragement sur la table. « Mon fils, tu es mon espoir. » Mais Karim, lui, devenait de plus en plus amer. Il voyait son frère s'élever et lui rester au sol. Chapitre 3. L'épreuve du feu. À 18 ans, Malik décrocha une bourse pour entrer en prépa médecine. Il avait passé des mois à remplir des dossiers, à convaincre des assistantes sociales, à prouver qu'il méritait une chance. Le jour où il reçut la lettre d'acceptation, il la lut 3 fois, les mains tremblantes. « Maman, je vais devenir médecin. » Aïcha pleura cette fois de joie. Karim, lui, resta silencieux, mais la route fut rude. Malik travaillait la nuit dans les déchets, étudiait le jour, dormait à peine. Il vivait dans une chambre de 9 m², avec un matelas au sol,
et une étagère bancale remplie de livres. Karim, voyant son frère avancer, commença à saboter. Il appela l'employeur de Malik, prétendant qu'il avait volé du matériel. Malik fut viré. Il falsifia une lettre pour annuler sa bourse. Malik, abattu, pensa tout arrêter. Un soir, il s'effondra dans les toilettes de la fac, les mains sur le visage. « Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je me torture ?» Mais au fond de lui, une voix persistait. « Parce que tu veux sauver des vies, parce que tu veux prouver que tu vaux plus que ton passé. » Une professeure, Madame Delorme, remarqua son potentiel. Elle le convoqua. « Malik, vous avez du feu dans les yeux. Ne laissez personne l'éteindre. Je vais vous aider. » Grâce à elle, il retrouva une bourse, un nouveau travail de nuit dans une bibliothèque universitaire et un mentor. Chapitre 4. Les sacrifices. Les années passèrent. Malik ne sortait jamais. Pas de fêtes, pas de vacances. Juste des livres, des gardes, des examens. Il mangeait des pâtes, buvait du café froid et écrivait des fiches jusqu'à l'aube. Il ne voyait plus sa mère, trop loin. Il ne parlait plus à Karim, devenu un fantôme dans sa vie. Un jour, après un examen particulièrement difficile, Malik s'effondra dans les toilettes de la fac. Il pleura, seul, épuisé. « Je suis fatigué, tellement fatigué. » Mais il se releva. Il se regarda dans le miroir, les yeux rouges, le visage creusé. « Tu n'as pas fait tout ça pour abandonner maintenant. » Il réussit le concours de médecine. Le jour des résultats, il resta figé devant l'écran. Son nom était là. Il tomba à genoux, pas de cris, pas de célébration. Juste un souffle. « Papa, j'ai réussi !» Il appela sa mère. Elle pleura encore, mais cette fois, c'était des larmes de victoire. Chapitre 5. Le retour du serpent. Malik avait désormais 26 ans. Il portait la blouse blanche avec humilité comme un manteau de mémoire. Chaque fois qu'il entrait dans une salle d'examen, il se souvenait des matins glacés dans le camion poubelle, des nuits passées à recopier des schémas à la lumière d'une lampe cassée. Il n'était pas médecin pour la gloire, il l'était pour ceux qu'on oubliait. Mais Karim, lui, n'avait pas changé. Travaillant toujours dans le même garage, il voyait les photos de Malik dans les journaux locaux, les témoignages de patients reconnaissants, les félicitations de ses anciens professeurs. Et chaque mot, chaque image était une brûlure. « Il se prend pour qui, ce héros de pacotille ?» disait-il à ses collègues. Il n'a jamais été qu'un rat des poubelles. La jalousie de Karim se transforma en obsession. Il commença à rôder autour de l'hôpital où travaillait Malik. Il écoutait les conversations, notait les horaires, cherchait une faille. Un jour, il réussit à se faire embaucher comme agent de maintenance temporaire, sous un faux nom. Il entra dans les archives médicales, fouilla les dossiers, espérant trouver une erreur, un faux diagnostic, quelque chose à exploiter. Mais Malik était méticuleux, irréprochable. Karim ne trouva rien. Alors, il décida de créer l'erreur lui-même. Il falsifia un document modifiant les résultats d'un patient pour faire croire à une négligence. Le dossier fut transmis à la direction. Malik fut convoqué. « Docteur Malik, nous avons relevé une incohérence dans le dossier de Madame Roussel. Impossible. J'ai vérifié ce dossier 3 fois. » Une enquête fut ouverte. Malik, bien que confiant, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il passa des nuits blanches à relire ses notes, à interroger ses collègues, à chercher une explication. C'est un interne qui découvrit la falsification. Le document avait été modifié sur un poste non autorisé. Les caméras de sécurité révélèrent Karim, déguisé, entrant dans la salle des archives. Il fut arrêté. Chapitre 6. Le pardon impossible, Malik se rendit au commissariat. Il demanda à voir son frère. On l'installa dans une salle d'entretien froide, aux murs nus. Karim entra, menotté, le regard fuyant. « Pourquoi ?» demanda Malik simplement. « Parce que je ne supporte pas de te voir réussir. » Malik resta silencieux. Il observait son frère, cet homme qu'il avait aimé, haï, craint et finalement dépassé. « Tu étais mon frère. Tu aurais pu être mon allié. J'ai toujours été dans ton ombre, depuis qu'on est gamin. Maman ne parlait que de toi, toi et tes livres, toi et tes rêves. Moi j'étais juste Karim.
Malik baissa les yeux. Il comprenait, mais il ne pouvait excuser. Je ne peux pas te haïr. Tu es mon frère. Mais je ne peux pas t'aimer non plus. Il tendit une lettre à Karim, une recommandation pour un programme de réinsertion sociale, proposé par une association médicale. Tu as encore une chance. Ne la gâche pas. Karim prit la lettre, les mains tremblantes. Tu crois qu'on peut redevenir frère ? Peut être, mais pas maintenant. Malik quitta la salle, le cœur lourd. Le pardon était une route longue, et il venait à peine de l'emprunter. Chapitre 7. Le médecin des oubliés. Le quartier de Saint-Jérôme n'avait pas changé. Les murs étaient toujours fissurés, les escaliers toujours sombres, et les enfants jouaient encore entre les poubelles et les carcasses de vélos rouillés. Mais quelque chose de nouveau s'était installé au coin de la rue des Frères Lumière. Une petite bâtisse blanche, modeste, avec une enseigne peinte à la main. Centre médical Mourad, soins gratuits. Dignité garantie. Malik avait refusé les offres des cliniques privées, les propositions de conférences à l'étranger, les honneurs universitaires. Il avait choisi de revenir là où tout avait commencé, là où son père avait perdu la vie, là où sa mère avait pleuré chaque nuit, là où son frère avait tenté de le briser. Il avait acheté le local avec ses économies, rénové les murs avec l'aide de jeunes du quartier, installé des lits d'examen d'occasion, des étagères pleines de médicaments génériques et une salle d'attente avec des chaises dépareillées. Il n'y avait ni marbre, ni écran plat, mais il y avait de la chaleur humaine. Chaque matin, Malik ouvrait les portes à 8 heures. Les premiers à entrer étaient souvent les sans-abri, les travailleurs précaires, les mères célibataires avec des enfants enrhumés. Ils ne demandaient ni carte vitale, ni justificatif de domicile. Juste un prénom. Bonjour, je m'appelle Malik. Et vous ? Il soignait les corps, mais aussi les âmes. Il écoutait les histoires, les douleurs, les silences. Il offrait des médicaments, mais aussi des mots. Il prenait le temps, dans un monde qui ne le faisait plus. Un jour, une femme âgée entra, le regard perdu, les mains tremblantes. « Je n'ai pas d'argent, je suis désolée. Ici, on soigne les gens, pas les portefeuilles. » Elle s'assit, les larmes aux yeux. Malik prit sa tension, examina ses poumons, lui prescrivit un traitement et lui offrit un thé chaud. « Vous n'êtes pas seul. » Il forma des jeunes du quartier, leur apprit les gestes de premier secours, les bases de l'anatomie, l'écoute active. Il leur disait « Vous n'êtes pas condamnés à rester ici. Vous pouvez partir. Vous pouvez rêver. » Certains devinrent infirmiers, aides-soignants, éducateurs. D'autres restèrent, devenant les piliers de la clinique. Ensemble, ils bâtissaient un sanctuaire au cœur du chaos. Sa mère, trop malade pour venir, lui écrivait des lettres qu'il gardait dans sa poche. Elle lui parlait de son enfance, de son père, de ses espoirs. Chaque mot était un baume. « Mon fils, tu es devenu ce que ton père rêvait d'être. Tu es notre revanche sur la vie. » Malik ne vivait pas dans le luxe. Il vivait dans la vérité. Et cette vérité, il la partageait chaque jour avec ceux que le monde avait oubliés. Chapitre 8. L'héritage. À 40 ans, Malik avait des cheveux poivre et sel, des rides au coin des yeux et une voix plus posée. Il était respecté, aimé, mais toujours humble. Il avait refusé les décorations, les interviews, les titres. Il disait « Je suis juste un homme qui a eu la chance de ne pas abandonner. » Il vivait dans un petit appartement au-dessus de la clinique, entouré de livres, de plantes et de souvenirs. Chaque soir, il relisait les lettres de sa mère, aujourd'hui décédée, et regardait les photos de ses patients accrochés au mur comme des trophées invisibles. Karim, sorti de prison depuis plusieurs années, travaillait dans un centre de recyclage. Il n'avait jamais repris contact. Malik ne lui en voulait pas. Il savait que certaines blessures ne se referment jamais complètement. Il avait appris à vivre avec les cicatrices. Un matin d'hiver, alors que la pluie battait les vitres, un jeune garçon entra dans la clinique. Il avait les yeux brillants, les mains sales, et un vieux livre d'anatomie sous le bras. « Je veux devenir médecin, comme vous. » Malik sourit. Il se revit, adolescent, dans le camion poubelle, rêvant en silence. « Comment tu t'appelles ?»« Yacine. J'ai 13 ans, je vis avec ma grand-mère. Elle est malade.
Malik l'invita à s'asseoir. Il lui donna un carnet vierge. Commence par écrire ton nom. Ensuite, écris ton rêve. Et chaque jour, fais quelque chose pour t'en rapprocher. Le garçon s'assit, prit un stylo et écrivit Nom, Yassine, rêve, sauver des vies. Malik le regarda, ému. Tu es déjà sur le bon chemin. Il lui donna un livre, un stéthoscope en plastique et une promesse. Si tu continues, je serai là. Je t'aiderai. Yassine revint chaque semaine. Il posait des questions, prenait des notes, aidait à ranger les médicaments. Il devint l'élève de Malik, son héritier silencieux. Un jour, Malik l'emmena dans une école de médecine pour une visite. Tu vois ces couloirs? Tu y marcheras un jour. Et tu n'auras pas besoin de tricher ni de voler. Juste de croire. Yassine serra la main de Malik. Je veux être comme vous. Non, tu seras mieux que moi. Parce que tu commenceras avec quelqu'un qui croit en toi. Moi, je n'avais personne. Et ainsi le cycle recommença. Non pas celui de la misère, mais celui de l'espoir. Malik savait que son temps finirait un jour, mais il savait aussi que son rêve, lui, continuerait à vivre dans chaque enfant qu'il avait touché, dans chaque vie qu'il avait sauvée, dans chaque cœur qu'il avait réchauffé. Et dans le carnet de Yassine, à la dernière page, on pouvait lire. Le docteur Malik m'a appris que les ordures ne définissent pas un homme. Ce sont ses rêves qui le font. Chapitre 9. Le retour du sang, le printemps s'installait doucement sur Marseille. Les arbres du quartier de Saint-Jérôme, longtemps nus et tristes, se couvraient de feuilles timides. La clinique de Malik tournait à plein régime. Les patients affluaient, les bénévoles se relayaient, et Yassine, désormais adolescent, devenait un pilier du lieu. Il lisait, aidait, posait des questions de plus en plus précises. Malik voyait en lui une promesse vivante. Mais un matin, alors qu'il classait des dossiers, une voix familière résonna dans le couloir. Malik, il se retourna. Karim était là. Plus vieux, plus maigre, les cheveux grisonnants, le regard fatigué. Il portait une veste élimée et tenait un sac plastique. Je voulais te voir. Malik resta silencieux. Le passé se réveillait dans sa poitrine comme une brûlure ancienne. Je travaille pas loin, dans le centre de tri. Je passe devant ta clinique tous les jours. Et je sais pas. J'ai eu envie d'entrer. Malik l'invita à s'asseoir. Il servit 2 cafés. Le silence s'installa. Je t'ai fait du mal. Je sais. Et je mérite pas ton pardon. Mais je voulais te dire que je suis fier de toi. Malik le regarda. Il ne voyait plus le frère jaloux, mais un homme brisé, en quête de rédemption. Tu sais, Karim, j'ai passé des années à te haïr, puis à t'oublier, mais jamais à te comprendre. Karim baissa les yeux. J'étais perdu. Tu étais tout ce que je n'arrivais pas à être. Et au lieu de te suivre, j'ai voulu te détruire. Malik soupira. Tu m'as presque brisé. Mais tu m'as aussi appris à me relever. Ils parlèrent pendant des heures. De leur père, de leur mère, de leur enfance. Malik montra à Karim les lettres d'Aïcha, les photos de la clinique, les dessins des enfants. Elle t'aimait, tu sais, même quand tu faisais des conneries. Elle disait toujours, Karim a un cœur, mais il ne sait pas comment s'en servir. Karim pleura. Pour la première fois, sincèrement, est-ce que je peux aider ici? Même un peu? Nettoyer, ranger. Je veux juste faire quelque chose de bien. Malik hésita, puis hocha la tête. Tu peux commencer demain, mais pas comme mon frère, comme un homme qui veut réparer. Et ainsi, Karim entra dans la clinique. Discret, humble, il nettoyait les sols, servait les thés, aidait les patients à s'installer. Certains le reconnaissaient, d'autres l'ignoraient. Mais lui, il avançait, un pas à la fois. Chapitre 10. Le dernier battement, les années passèrent. Malik avait 52 ans. Son dos le faisait souffrir, ses mains tremblaient parfois, et ses nuits étaient plus courtes. Mais son esprit restait vif, et son cœur immense. Yassine était désormais étudiant en médecine. Il revenait chaque week-end à la clinique, partageant ses connaissances, posant des diagnostics, prenant des responsabilités. Il appelait Malik « professeur », mais dans ses yeux, on lisait «
père. Karim, lui, était devenu indispensable. Il gérait les stocks, organisait les plannings et avait même lancé un petit potager derrière la clinique. Il ne parlait jamais de son passé, mais ses gestes parlaient pour lui. Un soir, Malik sentit une douleur étrange dans sa poitrine. Il s'assit, prit son propre pouls, trop lent, trop irrégulier. Il sourit tristement, le moteur fatigue. Il consulta un cardiologue. Le verdict fut sans appel. Insuffisance cardiaque sévère. Il pouvait vivre encore quelques années, ou quelques mois. Tout dépendait de sa force et de sa paix intérieure. Il convoqua Yacine et Karim. « Il faut que je vous parle. » Ils s'assirent, inquiets. « Je suis malade, et je ne veux pas me battre contre ça. J'ai assez combattu dans ma vie. Je veux partir en paix. » Yacine pleura. Karim serra les poings. « Tu peux pas nous laisser. » »« Pas maintenant. Je ne vous laisse pas. Je vous transmets. » Il donna à Yacine les clés de la clinique, les dossiers, les lettres de sa mère et un carnet. « Ce carnet, c'est le mien. J'y ai écrit tout ce que j'ai appris. Pas seulement sur la médecine, mais sur les gens, sur la vie. » À Karim, il donna une photo de leur père, encadrée. « Tu as réparé ce que tu as brisé, et tu as construit ce que tu n'as jamais eu. Je suis fier de toi. » Les jours suivants, Malik ralentit. Il ne consultait plus. Il se contentait de marcher dans les couloirs, de saluer les patients, de raconter des histoires aux enfants. Un matin, il s'assit dans le jardin, sous le figuier que Karim avait planté. Le soleil caressait son visage. Il ferma les yeux. « Je suis prêt. » Il s'endormit et ne se réveilla pas. La ville pleura, le quartier s'arrêta, les journaux parlèrent de lui. Mais la vraie cérémonie eut lieu à la clinique. Des centaines de personnes vinrent. Des anciens patients, des enfants devenus adultes, des bénévoles, des médecins. Yacine prononça un discours. Malik n'était pas un héros. Il était un homme. Mais il nous a appris que même les hommes peuvent changer le monde. Un déchet n'est pas une fin, c'est un début. Karim planta une plaque sous le figuier. Ah, Malik, médecin des âmes, frère retrouvé, père de tous. Et ainsi le rêve de Malik ne mourut pas. Il devint une graine. Et cette graine, chaque jour, poussait dans le cœur de ceux qui l'avaient touché. Chapitre 11. Le souffle qui reste le figuier sous lequel Malik s'était éteint devint un lieu de mémoire. Les enfants du quartier venaient y déposer des dessins, des fleurs, des mots griffonnés sur des feuilles de cahier. Les adultes s'y asseyaient pour réfléchir, pour pleurer, pour se souvenir. La clinique, rebaptisée Centre Malik Mourad, continua de fonctionner. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement un lieu de soins, c'était devenu un sanctuaire. Yacine, désormais médecin diplômé, avait repris les rênes. Il portait la blouse avec la même humilité que son mentor. Il avait gardé le carnet de Malik sur son bureau, ouvert à la dernière page, comme une boussole. Ne soigne pas seulement les symptômes, soigne les silences. Il avait lancé de nouveaux projets, des ateliers de santé mentale, des cours de nutrition, des groupes de parole pour les jeunes. Il disait « Malik nous a appris à rêver, maintenant rêvons plus grand ». Karim, lui, avait changé. Il parlait peu mais agissait beaucoup. Il avait créé une association de réinsertion pour anciens détenus inspirée de sa propre histoire. Il racontait parfois son passé sans honte, mais avec lucidité. « J'ai voulu détruire mon frère. Il m'a sauvé en me laissant reconstruire. » Un jour, une journaliste vint faire un reportage sur la clinique. Elle demanda à Yacine « Comment expliquez-vous l'impact de Malik ?» Yacine sourit. Il a ramassé les ordures et il en a fait des fondations. Le reportage fit le tour du pays. Des dons affluèrent. Des médecins voulurent venir. Mais Yacine resta fidèle à l'esprit de Malik. Ici, on ne vient pas pour briller, on vient pour servir. Chapitre 12. Le quartier qui renaît, Saint-Jérôme, longtemps symbole de misère, commença à changer. Les murs furent repeints, les écoles reçurent des livres neufs. Les jeunes, inspirés par la clinique, se mirent à rêver de métiers qu'ils n'avaient jamais envisagés. Infirmiers, psychologues, éducateurs, chercheurs. La mairie, touchée par l'histoire de Malik, lança un programme de rénovation urbaine. Mais ce n'était pas l'argent qui transformait le quartier, c'était l'esprit. Chaque année, le jour de la mort de Malik, une cérémonie avait lieu sous le figuier. On lisait des extraits de son carnet, on racontait des anecdotes, on chantait,
On pleurait, on riait. Yassine avait fondé une école de médecine populaire ouverte aux jeunes défavorisés. Il l'avait appelée l'école des rêves. Les cours étaient gratuits, les professeurs étaient bénévoles et les murs étaient couverts de portraits de Malik. Un jour, un garçon entra dans la clinique. Il avait 10 ans, les cheveux en bataille et une cicatrice sur la joue. « Je veux devenir médecin, comme Malik. » Yassine s'agenouilla devant lui. « Alors tu vas devoir te battre, mais tu n'es pas seul. » Il lui donna un carnet vierge. « Commence par écrire ton nom. Ensuite, écris ton rêve. Et chaque jour, fais quelque chose pour t'en rapprocher. » Le garçon sourit. Il s'appelait Samir et il devint le premier élève de la nouvelle génération. Karim, assis près du figuier, regardait les enfants courir. Malik aurait aimé ça. Yassine s'assit à côté de lui. Il est là, dans chaque rire, dans chaque rêve, dans chaque pas. Et ainsi, le souffle de Malik ne s'éteignit jamais. Il devint une brise douce, qui caressait les cœurs, qui guidait les âmes, qui rappelait à chacun que même dans les ordures, il y a des graines de lumière. Chapitre 13. Le nom qui dépasse les murs. 5 ans après la mort de Malik, son nom résonnait bien au-delà de Saint-Jérôme. Des cliniques inspirées de son modèle avaient vu le jour à Lyon, Toulouse, Lille. On les appelait les maisons Malik. Elles suivaient tous les mêmes principes. Soins gratuits, accueil inconditionnel, dignité au cœur de chaque geste. Yassine était devenu une figure publique malgré lui. Il recevait des invitations pour des conférences, des interviews, des prix, mais il hésitait. Il se souvenait des mots de Malik. Le monde aime les héros, et les héros doivent rester des hommes. Un jour, il fut invité à Paris pour recevoir une médaille d'honneur. Il accepta, à contre-cœur. Lors de la cérémonie, il monta sur scène, le carnet de Malik dans la poche. « Je ne suis pas ici pour moi. Je suis ici pour un homme qui a ramassé les ordures et en a fait des rêves. Un homme qui m'a appris que la médecine, ce n'est pas sauver des vies, c'est les écouter, les respecter, les aimer. » L'auditoire se leva. Les applaudissements furent longs. Mais Yassine ne souriait pas. Il pensait à la clinique, aux patients, aux enfants. Il savait que la vraie récompense était là-bas. De retour à Saint-Jérôme, il trouva Karim dans le jardin, en train de planter des herbes médicinales. « Alors, t'as brillé à Paris ? J'ai parlé de Malik. C'est lui qui brille. Moi, je suis juste son reflet. » Karim hocha la tête. « Tu sais, parfois je me demande ce qu'il aurait pensé de tout ça. Il aurait dit, c'est bien, mais n'oublie pas pourquoi tu fais ça. » Chapitre 14. Le feu qui ne s'éteint pas. Un soir d'été, Yassine reçut une lettre. Elle venait d'un jeune homme de banlieue parisienne. Il écrivait « J'ai lu votre histoire, celle de Malik. Je vis dans un foyer, je n'ai rien, mais je veux devenir médecin. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Yassine répondit immédiatement. Il invita le garçon à venir à Saint-Jérôme. Il s'appelait Bilal, 15 ans, silencieux, méfiant, mais avec des yeux qui brûlaient de volonté. Il l'installa dans une chambre au-dessus de la clinique. Il lui donna un carnet. « Tu sais ce que tu dois faire. » Bilal écrivit « Nomme, Bilal, rêve, devenir utile. » Il resta plusieurs mois. Il apprit à prendre l'attention, à écouter les patients, à ranger les médicaments. Il posait peu de questions, mais observait tout. Un jour, il demanda à Yassine « Pourquoi vous m'avez aidé? Vous ne me connaissez pas. » Yassine sourit « Parce que quelqu'un m'a aidé un jour, et il ne me connaissait pas non plus. » Bilal devint le deuxième héritier. Et bientôt, d'autres vinrent. Des jeunes perdus, des adultes en reconversion, des anciens détenus. La clinique devint une école de vie. Karim, vieillissant, passait ses journées à raconter des histoires aux enfants. Il disait « Malik était mon frère, mais il était aussi le frère de tous ceux qui n'avaient personne. » Un soir, Yassine s'assit sous le figuier, il regarda les étoiles. « Tu vois, Malik, ton feu ne s'est pas éteint, il est devenu une constellation. » Et ainsi, l'histoire continua. Non pas dans les livres, mais dans les gestes, dans les regards, dans les rêves.